Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal des Sports. Nous allons parler tennis dans cette émission avec l'équipe de l'ASPTT 3 qui débutait son championnat de France de National 4 ce week-end à La Roche-sur-Yon. Nous en parlerons avec elle dans quelques instants. Auparavant, découvrons le sommaire de ce qui nous attend dans ce JT Sport. Du football bien sûr, les Stacks entament le sprint final. Encore 4 matchs à jouer dans le championnat de France de National. Et vendredi, les Troyens accueillaient Rouen pour se rapprocher encore un peu plus de la Ligue 2. C'est bientôt terminé aussi pour le handball avec l'avant-dernière journée du championnat de France de National 3. Romilly recevait Siltigheim, l'occasion de finir en beauté à domicile pour la dernière fois de la saison. Et puis enfin, nous terminerons ce journal avec la tenue samedi des championnats de France indoor du 5 km en eau libre, une compétition qualificative pour de nombreuses épreuves internationales. Mais avant tout, débutons par le football. Les Stacks recevaient Rouen vendredi soir au Stade de l'Aube à moins de 4 matchs de la fin de ce championnat de France de National. Si les Stacks ramenaient une victoire, la Ligue 2 se rapprocherait à grands pas. Merci. Même si les Stacks restaient sur une très mauvaise série, elle avait encore son destin en main puisqu'une victoire face à Rouen combinée aux défaites de Passy et Créteil les envoyait directement en Ligue 2 avant même la fin de ce championnat. Mais pour cela, il aurait fallu faire preuve d'un minimum de réalisme devant le but dès le départ. Acouzard, après seulement 2 minutes de jeu, gâche la première tentative. Et le problème, c'est qu'en ce moment chez les Troyens, c'est un problème récurrent. Heureusement, en contre, les Stacks est efficace. Mounir Obadi, après une course de 60 mètres, trouve la lucidité pour battre le portier rouennais. Cela a le mérite de réveiller les Normands qui, à la 37e minute, sont bien proches d'égaliser, mais Vesberg puis Mikkelsen sur sa ligne s'interposent. Il faut croire que les coups francs posent beaucoup de problèmes aux Aubois puisque Vesberg doit encore s'interposer quelques minutes plus tard. Les Stacks mènent 1-0 la mi-temps, non sans mal. Les Troyens reviennent sur la pelouse toujours animés de bonnes intentions. À la 55e minute, Obadi est bien proche de trouver de nouveau l'ouverture, mais Verger démontre d'une belle dextérité. Au contraire, c'est Rouen qui sera récompensé de n'avoir jamais fermé le jeu. Sur un coup franc vite joué, Jean-Paul Mendy d'un bon enchaînement égalise pour son équipe. Malgré les entrées en jeu de Rodelin et Bétiol pour donner un peu de poids à l'attaque troyenne, le jeu de l'équipe de Patrick Remy reste très stérile. Rouen, par contre, va y croire jusqu'au bout et à 10 minutes de la fin, sur un exploit personnel avec cette reprise de volée au second poteau, les Rouges emportent la mise et laissent les Stacks à ses doutes. Ça devient très chiant et voilà, maintenant faut pas lâcher, il reste quand même 3 matchs, on a toujours 5 points d'avance. Donc voilà, il faut pas être plus frustré que ça, il faut continuer à travailler et aller chercher la victoire qui nous attend. C'est incroyable d'avoir 5-6 points d'avance, 5 points, de rester pareil pratiquement. Après que les résultats nous ont été favorables, les autres nous aident, quoi, j'allais dire. Mais bon, peut-être qu'aussi, on ne va pas parler des autres parce que c'est trop facile, mais bon, on voit quand même que les équipes ont des difficultés. Avec peut-être l'enjeu, la pression. 7 matchs sans victoire, telle est la série en cours pour les Stacks qui gardent encore 5 points d'avance sur Créteil, son principal poursuivant. Mais jusqu'à quand ? Voilà les résultats donc de ce championnat de France de National en images, avec notamment les résultats de Beauvais, Reims ou bien Passy-sur-Orge, les principaux poursuivants. On regarde que pour Passy-sur-Orge notamment, Passy-sur-Orge, on n'a pas le résultat de Passy-sur-Orge, mais Evian notamment s'est imposé à domicile face à Fréjus. Beauvais a battu Reims, lui aussi candidat à la montée, 2-0. Dans le même temps, Créteil, lui aussi candidat à la montée, a battu Cassis-Carnoux 2-1. Je vous disais que Passy-sur-Orge a fait match nul avec le Paris FC. Passy donc ne prend qu'un point, mais c'est mieux que les Stacks qui n'en a pris aucun. Richard Jezierski, vous êtes avec nous sur ce plateau pour analyser ce résultat, ce mauvais résultat de les Stacks. C'est une mauvaise série aussi, 7 matchs sans victoire. Qu'est-ce qui se passe dans les rangs de les Stacks ? On a l'impression que les Stacks patinent, les Stacks n'avancent plus. Pourtant, on n'a jamais été aussi proche du but. Oui, c'est sûr qu'on pourrait dire qu'on patine. Maintenant, Patrick Rémy l'a dit, on a encore 5 points d'avance. Didier Deschamps disait ça commence à sentir bon pour Marseille parce qu'ils ont 5 points d'avance également sur les poursuivants. On le sait, Marseille ne reste pas sur 7 matchs en victoire.
7 matchs en victoire, 7 matchs en défaite également. On pourrait l'analyser même également un peu comme plus, ça. ouais. Donc je dirais même un peu plus. Maintenant, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus se cacher derrière ces statistiques. On a aujourd'hui du mal à finaliser, à aller décrocher cette place en Ligue 2. Reims a également cette difficulté. C'est vrai. On est, je dirais, comme des tennisman qui ont du mal à conclure pour gagner le match. Maintenant, C'est la peur de gagner. c'est la peur de gagner, c'est la saison qui a été longue, c'était une saison difficile. On restait également sur 3 saisons avec des résultats négatifs. Donc obligatoirement, mentalement, les joueurs ont dû puiser au début de saison pour pouvoir remettre une dynamique positive. On a eu un discours aussi et une communication qui les a mis en confiance. Maintenant, c'est vrai qu'on savait pertinemment dès le départ que ça allait être une saison difficile, qu'on était au début d'année plus proche du national que de la Ligue 2. On l'avait dit également sur cette chaîne, sur Canal 32. Ben voilà, c'est vrai qu'on a du mal à conclure. On est comme tout le monde, on est comme les supporters, on est comme les sponsors. On aimerait que cette équipe conclue pour qu'on puisse dire... pour penser voilà, directement en 2011 et à la Ligue 2. Voilà, on est en Ligue 2 et on prépare déjà la saison prochaine. Maintenant, c'est des résultats sportifs et on ne peut que se plier à ces résultats. On a dit aux joueurs aujourd'hui qu'on avait confiance dans cette équipe parce que c'est vrai que c'est une équipe qu'on a choisie, ce sont des joueurs qu'on a choisis. Voilà, ils sont sur le terrain, ils ont prouvé qu'ils avaient la qualité pour faire des résultats. On n'a pas fait 8 matchs avec des victoires comme ça en claquant des doigts. Oui, puis seulement 5 défaites cette saison, il faut le noter aussi. C'est tout simplement parce qu'ils ont de la qualité. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un peu d'usure sur le plan physique, il y a un peu d'usure sur le plan mental. Mais voilà, il faut continuer à soutenir cette équipe parce qu'elle le mérite et continuer aussi à soutenir le club. Faut dire que le calendrier aussi est favorable pour cette fin de championnat puisque vous recevez 2 équipes déjà reléguées, Louhans-Cuiseaux et Cassis-Carnoux. C'est plutôt de bon augure, quoi. Alors, c'est surtout là-dessus où moi j'insisterai. Voilà, ça fait et bon les journalistes de la presse écrite l'ont mis il y a déjà 3 semaines. On est quasiment en Ligue 2. À chaque fois qu'on rencontre une équipe, on dit allez à notre portée. Notre discours également auprès des joueurs, c'est qu'il faut aller s'arracher pour avoir cette accession. C'est vrai qu'on a toujours la sensation que l'équipe adverse, on la maîtrise et qu'on est plus fort. Oui. On est plus fort parce qu'on a montré à travers certains résultats qu'on était plus fort que les autres. Maintenant, il faut concrétiser. Maintenant, il faut s'arracher parce que là, c'est au mental. C'est pas une histoire de qualité. C'est pas une question de supériorité. C'est juste. On respecte l'adversaire, mais il faut arriver à avoir ce petit plus. Il faut se lâcher, ce petit supplément d'âme, comme disait Frédéric Adam, où à un moment donné, voilà. C'est là où on va aller piquer l'adversaire. C'est là où on va pouvoir courir plus vite que lui, qu'on va sauter plus haut et qu'on va lui marquer des buts. Donc il faut arriver à un moment donné à se lâcher et à s'arracher également parce que c'est vrai que le football, c'est pas tout cuit. Hein. Même si sur le papier, on se dit qu'on est plus beau, qu'on est plus fort, c'est sur le terrain qu'on le prouve. Donc réaction d'orgueil dès vendredi contre Cannes. Ça serait symbolique, quoi. Vous êtes monté il y a 11 ans en Ligue 1. Vous-même, Richard. Ça serait symbolique, c'est vrai que je ne peux pas le cacher. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on aurait aimé une victoire à domicile, ce qui nous aurait permis, vu les résultats des autres, de prendre 1 point à Cannes et de pouvoir faire la fête comme il y a 10 ans. C'est vrai que ça aurait été exceptionnel. Maintenant, rien n'est perdu. Hein. On a toujours ces 5 points d'avance. Ça peut se faire. Ça peut se faire parce que si on gagne et que les autres perdent, maintenant, c'est vrai que ça fait beaucoup de si. Oui. J'ai tendance à dire, gagnons le match, on fera le calcul après. Déjà, voilà. Merci beaucoup Richard d'avoir apaisé les craintes de nombreux supporters. C'est vrai que la mauvaise série de l'Estac perdurait depuis pas mal de matchs quand même, avec notamment des mauvais résultats face à Bayonne, Luznac ou d'autres équipes a priori inférieures. Non mais vous avez utilisé le bon terme, il faut être apaisé. À un moment donné, c'est vrai qu'il faut reprendre tout le monde sa sérénité. C'est vrai que le football et le sport, c'est une passion, c'est passionnel. Il y a un côté irrationnel qui fait qu'on peut vite s'enflammer et des fois perdre les pédales. Voilà, restons zen, on a notre destin entre nos mains, on a la communication qu'il faut, on a les gestes qu'il faut, donc après, voilà. On n'est pas encore en Ligue 2, mais on y est bientôt. Gardons la confiance dans les joueurs. Merci beaucoup Richard d'être venu donc apaiser les craintes, je le répète encore, sur ce plateau. On passe à présent à un autre sport collectif, le handball, qui connaît lui aussi son épilogue puisque dimanche, les Romillons jouaient leur avant-dernier match de la saison contre Schiltigheim à domicile. Cela ne s'annonçait pas chose facile pour les Aubois face aux Alsaciens, 4e au classement, mais les Romillons, maintenus depuis longtemps, jouaient sans pression. Retour sur ce match, mais aussi sur la saison 2010 du RHB.
Afin de faire plaisir à leurs spectateurs, les Romillons mènent au score dès les premières minutes devant une équipe alsacienne venue là pour prendre sa revanche suite à leur défaite du match aller. Mais le RHB tient à finir en beauté à domicile et après une grosse empoignade, les joueurs de Frédéric Gouin prennent 2, puis 3, puis 6 buts d'avance à 2 minutes de la mi-temps, 17-11. Les partenaires de Stéphane Kanlayer rejoignent finalement les vestiaires avec 5 buts d'avance à 17-12. Restait ensuite à gérer intelligemment cette confortable avance en seconde période, ce qui est fait jusqu'à la 50e minute. Schiltigheim revient à -4. Fred Gouin demande alors un temps mort pour recadrer ses hommes. Il faut montrer de l'envie, parce que si on ne montre pas d'envie, c'est eux qui vont nous marcher dessus, et ça va changer de côté. Les gars, il faut y remettre un coup là-dessus. Suffisant pour bien terminer la rencontre, le RHB garde un écart nécessaire pour finalement s'imposer de 3 buts, 34-31. Mais l'essentiel n'est pas là, puisque comme le maintien était assuré depuis longtemps, le coach en a profité pour faire tourner et voir certains éléments comme Virafone appelé à jouer plus souvent l'an prochain. Virafone, comme tu disais, qui d'habitude a plus du temps de jeu en défense, là il a joué en attaque. Grapote aussi qui a fait un excellent match dans la lignée de ses 4-5 derniers matchs, j'en suis très très satisfait. Nos deux ailiers qui ont fait ce qu'ils avaient à faire, on a testé aussi Fedroni à l'aile droite, un droitier à droite quand notre gaucher est absent, c'est intéressant, on a vu plein de bonnes choses. Un Romilly 2010-2011 qui se dessine donc. En attendant, cette année, le club Romillon s'est maintenu beaucoup plus tôt que prévu dans la saison et n'a pas eu besoin de rappeler les anciens. On commence à prendre, on va dire, de la bouteille entre guillemets pour les jeunes. Pour la plupart, ça fait longtemps qu'on joue ensemble et puis ça va faire 5-6 ans qu'on évolue en National 3 tous ensemble. Donc on commence à accumuler de l'expérience et puis donc derrière, oui, on sollicite de moins en moins les anciens, quoi. Fedroni, Virafone ou bien Grapote, ce sont des noms que vous entendrez plus souvent la saison prochaine. On travaille déjà donc au Romilly Handball à 2011 et évidemment toujours en National 3. Allez, on en profite pour regarder les autres résultats de handball. Évidemment, commençons par ceux de Romilly. Ah bah non, National 2 directement. Les filles de Sainte-Maure 3 qui se sont encore inclinées sur le terrain de Reims, 27-26. Dans le même temps, le leader Montargis est allé gagner à Vesoul 40-25. Au classement, toujours pareil, Montargis largement en tête. Montargis jouera la saison prochaine en National 1. En National 3 masculine, Romilly, donc vous l'avez vu il y a quelques instants, a gagné contre Schiltigheim 34-31. Chaville a gagné logiquement face à Wittelsheim 26-23. Le Valois, dans le même temps, a gagné face à Agneau 36-32. Wittelsheim est en tête de ce groupe avec 1 point d'avance seulement sur le Valois et 2 sur Tremblay en France. Romilly est en 8e position et comme vous avez pu le voir, ils sont maintenus les Romillons. Poule 6 maintenant, la poule de l'ETAC. Vous le savez, l'ETAC monte en National 2 la saison prochaine. Ça ne l'empêche pas de bien terminer la saison avec cette victoire à l'extérieur en Alsace. On sait que c'est toujours difficile de gagner en Alsace. 38-32 face à Plopsheim. Victoire aussi de Sarrebourg, le leader, face à Dole 36-27. Défaite en revanche du 3e Florange à Val-de-Grès 37-29 au classement. Pas grand-chose qui bouge si ce n'est l'écart entre l'ETAC et Florange donc qui s'accentue. Avant de passer à notre prochain reportage, un petit point sur le football américain avec le maintien assuré pour les hommes de Franck Roger. Les Pigargues de Troyes devaient recevoir les Gaulois de Sannois-Saint-Gratien samedi, mais les Franciliens ont déclaré forfait, ce qui du coup donne une probable deuxième victoire aux Troyens qui progressent au classement. Moins bonne nouvelle en revanche, la défaite du Suma à Vougeaucourt à l'extérieur lors des quarts de finale de la Coupe de France. Un revers 5-1 qui compromet les chances de qualification des Sumaïstes pour le prochain tour, match retour samedi à 3. Et puis enfin, une dernière information avec les victoires de Gilles Segris d'Aix-en-Othe et Julie Giacomelli du TOS sur l'épreuve du 10 km de Villemort-sur-Vanne. Allez, samedi à la piscine des Chartreux, un rendez-vous national avec l'organisation du championnat de France indoor du 5 km en eau libre. Une épreuve disputée par les meilleurs spécialistes de la discipline, mais venue aussi pour obtenir des minima pour les prochaines épreuves européennes et mondiales. Reportage. Pas beaucoup de prétendants au titre de champion de France du 5 km, mais il faut bien dire que la difficulté de la compétition en avait fait reculer plus d'un. Un championnat de France du 5 km organisé donc en piscine, faute de se passer en eau libre. Explication.
C'est l'éternel problème, c'est la fin de saison hivernale, il nage comme ça. Là, vous avez l'équipe de France qui s'en va à Eilat la semaine prochaine et qui va nager 25 km en mer directement à Eilat. Donc la saison, disons, on a fermé la saison d'hiver et on commence la saison d'été. La grande course était à 16h, elle mettait aux prises les meilleurs spécialistes de la discipline, notamment le grand favori, le nageur de Versailles, Sébastien Fraisse. Une course partie sur de bonnes bases et qui va voir, dès les 300 mètres de course, Fraisse prendre la tête pour ne plus la lâcher. À mi-course, aux 2500 mètres, Fraisse est toujours largement en tête avec plus de 23 secondes d'avance sur le nageur de Toulouse, Julien Sauvage. Un écart confortable que va gérer tranquillement le Versaillais. Il remporte finalement ce 5 km en 53 minutes 41 secondes et 8 centièmes. Il termine avec 29 secondes d'avance sur le second, le Toulousain Sauvage. Les autres étaient venus ici chercher une qualification que moi j'avais déjà, donc j'étais à l'esprit un peu plus libre qu'eux. Eux, ils devaient vraiment assurer un minima. Moi, j'étais venu là, le temps déjà fait, donc un peu plus à l'aise. Une compétition qui aura vu de meilleures performances battues, comme quoi, même si ce n'était pas en eau libre, l'air de la piscine des Chartreux a plutôt réussi aux nageurs. Pour faire suite donc à cette actualité du week-end, je reçois ce soir les filles de l'ASPTT 3 tennis qui disputaient dimanche leur première rencontre en National 4 à La Roche-sur-Yon. Avec nous pour en parler, l'entraîneur Sébastien Mouilleron, on le connaît, pas la peine de le présenter. Avec lui, les filles de l'ASPTT 3 qui donc disputaient leur première rencontre dans ce championnat, je vais te dire, hiérarchiquement supérieur par rapport à ce que vous aviez l'habitude de pratiquer. Stéphanie, je me tourne vers vous. Oui. Comment s'est passée justement cette première rencontre, ce premier pas dans le haut niveau ? Difficilement, puisqu'on a perdu 8-0. C'est radical. Voilà. Bon, après, il y avait quelques matchs qui étaient un petit peu serrés, donc on a fait ce qu'on a pu. Mais c'était assez fort en face, quoi. Ouais. C'était les favoris de la poule, je crois. Oui, un des deux favoris de la poule. On savait que les garçons avaient l'habitude de fréquenter ce championnat. L'an dernier, notamment, vous étiez encore en National 4, Sébastien. Cette fois-ci, c'est les filles qui ont pris la relève. Qu'est-ce qui s'est passé ? La SPTT 3 a décidé de déléguer la place en championnat de France aux filles. Il y avait une meilleure chance ? S'il y avait eu 2 équipes en National 4, ça aurait été parfait. Malheureusement, nous, on est descendu au plus haut niveau régional. Et les filles, tant mieux, ont accédé à l'échelon supérieur. Ce qui donne des opportunités différentes. Et elles ont largement mérité leur accession. Sans problème. Maintenant, la mission est délicate, c'est-à-dire on va viser le maintien, quoi. Alors le maintien la première année, c'est toujours difficile, je crois, parce qu'il y a beaucoup plus de déplacements que de réceptions à domicile. Faut expliquer, donc il y a 5, c'est une poule de 6 équipes avec donc 5 rencontres. Et quand l'équipe qui accède à l'échelon supérieur se déplace 3 fois. Donc c'est quand même des déplacements assez éloigné, donc c'est vrai qu'il faut partir la veille et c'est une autre organisation, mais c'est aussi le charme de la nationale, quoi. Alors justement, quels déplacements vont être abordables ? Entre parenthèses. À la vue en fait des équipes qu'on allait jouer, le championnat était vraiment très difficile parce qu'il y avait sur les 6 équipes, il y en a 3 qui doivent descendre. Et à l'issue de la première journée donc d'hier, en fait les joueuses qui étaient annoncées sur le papier en fait ne jouent pas pour l'instant. Et donc le championnat a l'air bien plus faible que prévu. Donc on pensait jouer la 5e ou 6e place, ce qui nous condamnait par la force des choses. Et éventuellement la 2e place est envisageable. Donc du coup c'est tout remis en question et j'espère que toute l'équipe est motivée pour défendre sa chance. Audrey, cette première expérience à La Roche-sur-Yon, ce contexte, comment vous l'avez vécu, comment vous l'avez vécu, comment ça s'est passé ? Alors au niveau de l'ambiance, c'était génial. Moi je connaissais juste Marine, Juliette et Jenny. Et les 2 autres, je les avais déjà vus, on s'était entraînés en double, mais je les connaissais pas plus que ça. Et c'est vrai que... c'est difficile d'aborder une compétition dans ce... Ouais. Et donc, en fait, ça s'est super bien passé, elles m'ont très bien intégrée. C'était une bonne rencontre au niveau ambiance. Après, au niveau résultat, c'est vrai que ça a été difficile. Mais bon, c'est la première rencontre. Et comme a dit Seb, les autres rencontres,
c'est moins fort que ce qui est prévu, donc normalement, on essaiera de faire au mieux. Vous avez un peu de poids sur les épaules parce que vous êtes le numéro 1 de l'équipe, donc forcément on attend un résultat de votre part. Oui, numéro 1, et c'est moi j'ai joué un gros classement dimanche. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps non plus pour m'entraîner parce que je travaille le soir. Ouais. Donc en fait, les entraînements se passent le soir. Je suis prof de tennis comme Seb. Et c'est vrai que j'essaie de trouver des personnes disponibles la journée, mais je peux pas participer aux entraînements d'équipe parce que je C'est plus travaille. compliqué. Vous étiez très proche de ramener un point de La Roche-sur-Yon. C'est en celui double. de 3 balles de match. Ouais, 3 balles de match en double. Ouais. Ouais, c'est rageant quand même. Un peu, oui. Parce qu'un point, on sait que le goal average, on peut toujours... Oui, non, mais c'est sûr, c'est vrai que c'est rageant. Mais bon, après, c'est premier double avec Juliette, première rencontre. Ben, la prochaine fois, ça passera. Ouais, c'est ce que doit dire Juliette. Juliette, quel âge? 15 ans. 15 ans. 15 ans jouer en championnat de France, ça doit faire quelque chose quand même. C'est vrai, une belle expérience. Ouais. Pas trop d'émotion au moment de rentrer sur le court et... Si, un petit peu de stress, mais bon, après, ça, on évacue un peu sur le cours. Une fois dedans, ouais, ça va? Ça va. C'est quoi? C'est le fait de savoir que ses partenaires comptent sur vous, enfin... Oui, puis aussi qu'on n'a pas l'habitude de jouer à un si haut niveau. Donc, c'est pas facile. Ouais, puis on a tendance à penser que le tennis, c'est un sport individuel, mais finalement, dans ce genre de compétition par équipe, l'esprit de groupe, j'ai envie de dire que il faut qu'il fonctionne, quoi. C'est vrai que s'il n'y a pas d'esprit de groupe, ça casse. Stéphanie, vous jouez le lien entre les générations Oui. Quand on voit la jeune Juliette, 15 ans... Moi, je pourrais être sa mère. Donc non, mais ça, même par rapport à la différence d'âge, dans l'ensemble, on s'entend toutes très bien, et c'est vrai je pense qu'on va passer des bons week-ends. C'est important. Ah oui, tout à fait, ouais. Non, il y a une bonne ambiance, et c'est ça qui est plus important après, je pense. Et après, pour les matchs, on fait ce qu'on peut. Justement, c'est ce que vous allez faire dimanche prochain. Le week-end prochain, on va tout donner comme on a donné ce week-end. Bon, après, c'était très fort, donc, mais bon, même si c'est fort en face, voilà, on donne le meilleur de nous, et puis après, on verra bien. Alors dimanche, c'est contre Saint-Brieuc. Oui. Une équipe là aussi très difficile, apparemment sur le papier, mais comme l'a dit Seb, finalement... Qui était censée être plus forte a priori que La Roche-sur-Yon. Donc le premier week-end, mais là apparemment, ça a l'air d'être un peu plus faible que ce qui était prévu. Ouais. Donc on verra bien. On verra dimanche exactement les classements qu'il y a. Puis à la limite... peu importe les classements, c'est les filles qu'on rencontre et on va se déchirer. Bon, ça va être plus facile en tout cas d'aborder la rencontre parce que vous jouerez à domicile, vous connaissez mieux les cours, le coach sera peut-être là, il jouera peut-être pas. Pour sûr. Ouais. Donc pour suivre les filles, pour les conseiller, c'est vrai qu'on joue à domicile, donc c'est un avantage. Il n'y a pas non plus la veille le transport et puis après la rencontre aussi le retour, quoi. Ouais. Donc non, c'est vraiment une chance de jouer à domicile. D'accord. Donc je crois que ce sera dès dimanche à partir de 9h. 9h, on vous invite tous à venir sur les cours de l'SPTT. Voilà, qui se situe derrière chez vous, David, Carré 32. C'est exact, rue Burgard, je crois. En face de la piscine des Chartreux. Voilà, tout à fait. Si vous voulez encourager les filles de la SPTT, on peut peut-être faire un petit clin d'œil à Jenny Mollet, qui est la capitaine de l'équipe, qui est un petit peu votre œil. Oui, parce que moi je joue donc en équipe masculine, donc il y a Jenny qui coach les filles, qui fait aussi le chauffeur pour qu'elles puissent se reposer, on va dire, jouer dans de bonnes conditions. Et elle prépare un peu dans l'organisation, quoi. D'accord. Alors, c'est peut-être un petit peu utopique, mais est-ce qu'on ne peut pas espérer quelque chose de la réception de Saint-Brieuc ? On espère une victoire, sachant que, comme je vous l'ai dit, il y a 3 équipes sur 6 qui descendent, donc il n'y a que 5 journées de championnat et il ne faut pas les louper, quoi, les journées. Donc il va falloir être présent dimanche matin. Donc confiance aux filles et puis oui, totale confiance aux filles et puis s'il y a une descente, c'est pas très grave. Si on a tout donné, faut pas avoir de regrets, quoi. D'accord, merci beaucoup Sébastien, merci les filles. On va faire un dernier clin d'œil au week-end. Il valait mieux être à l'intérieur, comme vous venez de le voir tout à l'heure dans le reportage consacré aux nageurs, car dehors, ce week-end, c'était pas terrible. Les participants de la 9e édition de l'échappée champenoise n'ont pas eu beaucoup de chance, puisqu'il n'a pas fait très beau pour cette année. La bonne humeur était tout de même là pour les quelques 250 participants qui ont pu pratiquer sur 115 km canoë, run and bike, course d'orientation et course à pied. Comme vous le voyez, il valait mieux avoir une bonne constitution.
c'était plutôt difficile. Hein, Richard, j'imagine que ce genre de raid, il vaut mieux le faire sous le soleil quand même. Ouais, vaut mieux le faire sous le soleil, mais après, si on a trop chaud derrière, on peut vite se déshydrater. Et vu toutes les activités qui étaient proposées, à mon avis. C'est l'ancien footballeur qui parle, l'ancien sportif de haut niveau. Allez, on regarde l'agenda du week-end sportif prochain, avec notamment, comme on l'a dit tout à l'heure, du tennis. Mais on commence par du badminton avec samedi 8 mai le badminton avec le championnat de France de National 3. Le PL3 reçoit le TSB. C'est à 16h et c'est au COSEC 3. La rencontre phare, le SUMA doit remonter 4 buts face à Vougeaucourt. C'est encore possible. Avec ces 4 buts, le SUMA se qualifierait pour les demi-finales de la Coupe de France. C'est à 19h30 au stade Gaston-Arbouin, donc samedi soir. L'Estac B reçoit l'AGIA C, c'est à 15h au stade de l'Aube. C'est en championnat de France de football de CFA2. Évidemment, l'Estac B n'a plus grand-chose à jouer dans ce championnat. Donc une rencontre un petit peu pour du beurre, mais c'est toujours bien contre l'AGIA. Et puis enfin, on en a parlé il y a quelques instants, on finit avec l'ASPTT 3 qui reçoit Saint-Brieuc, c'est de la Nationale 4 en tennis, c'est à 9h au gymnase de l'ASPTT. Voilà, ce journal est terminé, je vous remercie de l'avoir suivi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine édition. À très bientôt, au revoir.